t'es en train de lire? Moi je lis juste un article sur la crise. En fait, on est en train de se dire que là, en tant que futur manager, on est particulièrement concerné. Et justement, on se disait on se demandait comment aujourd'hui manager en temps de crise. Ouais, j'avoue, c'est un peu préoccupant. L'ambiance est aujourd'hui morose dans beaucoup d'entreprises. La crise économique et financière a entraîné la crise du management. Hubert Landier, vice-président de l'Institut international de l'audit social, résume ainsi parfaitement la situation actuelle du management. Dans cette période fragile, le manager doit conserver sa rigueur dans le process et la méthode, tout en étant un guide qui dynamise, inspire et donne du sens au travail. Mais comment prendre à l'heure des décisions et apporter des solutions dans un tel contexte ? Lorsqu'on est manager, on doit accepter de se remettre en question et de s'adapter. Mais sur quelle méthode le manager doit-il s'appuyer quand aujourd'hui le fonctionnement même du management de ces 30 dernières années semble remis en cause ? Quoi qu'il en soit, la crise invite la fonction RH à réfléchir. Nous verrons que le dirigeant ne doit pas baisser les bras et tirer du passé les erreurs pour bâtir un avenir meilleur, pour le travail en équipe et le beau fonctionnement de son entreprise. Fini les belles paroles, l'heure est à l'action. Bien que la crise reste un obstacle qui influence le management, nous verrons qu'il reste néanmoins possible d'améliorer le travail en équipe et de gagner la bataille pour un retour à la confiance. La crise a modifié la perception du monde de l'entreprise, et par conséquent le rôle du manager. Avant toute chose, rappelons que le management consiste entre autres à animer les hommes et donc à dynamiser une équipe, sachant que chaque personne a son propre cadre de référence. Du fait de la crise, les entreprises accordent une plus grande priorité aux ressources humaines. Ainsi, le rôle du manager peut être amené à évoluer à cause ou grâce à la crise, cela dépend des points de vue. C'est pourquoi Charles-Henri Besser-Deshort, professeur à HEC Paris, explique que les managers doivent être pour lui à l'origine d'innovation, n'hésitant pas à prendre des risques pendant ces périodes de crise et en ne bloquant aucune initiative. C'est une occasion pour eux de démontrer leur qualité et leurs ressources. En voici quelques exemples intéressants. Le manager peut inciter ses collaborateurs à avoir une plus grande polyvalence, comme par exemple évoluer vers un métier nouveau au sein de la même entreprise, ce qui pourrait éviter un licenciement, quasi inévitable en temps de crise. Le manager peut amener ses collaborateurs à montrer une certaine solidarité, notamment en ce qui concerne les rémunérations, et plus particulièrement entre les cadres et les non-cadres. Par ailleurs, il est important que les exemples viennent d'en haut. Enfin, le manager peut donner un coup de main à ses collaborateurs, ce qui est un geste simple mais très apprécié. Intéressant, mais pas facile. Et oui, la communication dans tout ça. Retrouver la confiance via une bonne communication est d'autant plus important en temps de crise, car les salariés ont besoin d'être rassurés et d'être informés sur ce qu'a fait l'entreprise. Tout ceci a pour but de trouver ou retrouver une cohésion et un sentiment d'appartenance au sein d'une équipe. Renaud Saint-Saulieu, qui fut une personnalité marquante de la sociologie française, définit d'ailleurs l'entreprise comme un lieu d'expression d'appartenance identitaire. Dès lors, on pourrait parler d'une nouvelle forme de management qui se met en place et qui consisterait à se servir des qualités dites féminines, telles que la sensibilité ou l'intuition. Le manager se devrait alors de prendre la parole avec plus de chaleur et de légèreté. Il doit construire son management sur l'humanisme. Cette nouvelle forme de management serait-elle une solution miracle ? Toujours est-il que de plus en plus d'hommes se servent de ces qualités dites féminines. En revenant à des pratiques plus classiques, et surtout au fondement de la DRH, l'homme, cette science, sortira grandi de la crise, car elle aura su y voir ses responsabilités et modifier ses erreurs passées. La crise doit être le moment d'identifier les compétences clés ou rares des salariés, de manière à développer la performance de chacun, donc le développement salarial, donc au final, de développer l'entreprise elle-même. Mettre les compétences de chacun à profit, mobiliser les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire remettre l'homme au centre de l'entité.
tout le message de Benoît XVI dans sa dernière encyclique, Caritas in Veritate. Le développement, le bien-être social ainsi qu'une solution adaptée aux graves problèmes socio-économiques qui affligent l'humanité ont besoin de la vérité. Sans vérité, sans confiance et sans amour du vrai, il n'y a pas de conscience ni de responsabilité sociale. Et l'agir social devient la proie d'intérêts privés et de logiques de pouvoir qui ont pour effet d'entraîner la désagrégation de la société. Les dirigeants d'aujourd'hui doivent retrouver leurs réflexes d'avant et revaloriser, parmi les critères de performance, les comportements vertueux, le respect des règles éthiques. Aujourd'hui, on peut entendre parler de sense-making. C'est le nom donné au processus par lequel les personnes donnent un sens à une expérience. Ce processus a été introduit aux études organisationnelles par Carl Welk. Donner du sens, et oui, tel est le leitmotiv des DRH et de leurs responsables de communication. Mais comment le sens se construit-il ? Ce sont les mécanismes à la fois spontanés, évidents et inattendus par lesquels un homme, un groupe ou une entreprise donne du sens à une situation. Et s'il s'agit d'une situation risquée, le sense-making devient souvent un jeu dont la mise est immense. La crise aura permis de défier l'adage retenu du communicant public. En effet, les ressources humaines ont de plus en plus tendance à être une profession télégénique. Quoi de mieux qu'un DRH pour expliquer les faits divers dans les entreprises ? Cependant, avec le mouvement de mondialisation et la remise en cause des acquis sociaux, les salariés ont souvent l'impression d'être laissés pour compte par leur encadrement, qui leur préfère la chaleur des projecteurs. Plus l'entreprise est grande, et plus ce ressentiment est important. L'exemple d'Orange, anciennement France Télécom, est criant de vérité. L'opinion avait souvent tendance à penser qu'au plus les dirigeants s'exprimaient, au plus le climat de mal-être se durcissait dans cette entreprise. La crise, quant à elle, était peut-être plus profonde que l'on pensait. En plus de la crise qui a secoué et ébranlé tous les marchés financiers, on peut discerner une crise plus rampante, plus pernicieuse. La crise du modèle de management fordiste qui, en superposant les couches hiérarchiques, garantit une fidélité complète des employés au process de l'entreprise. Cependant, cette superposition des couches éloigne l'employé et même le cadre de ses dirigeants, les faisant passer pour un petit microcosme fermé aux réalités du terrain. Ce projet ne donne pas de solution unique, mais permet de créer une réflexion utile aux besoins actuels. De par les idées observées, il apparaît clairement que les avis s'opposent. L'adaptation à chaque spécificité ne fait que compliquer la prise de décision, mais c'est aujourd'hui obligatoire. Existe-t-il un mode d'emploi pour surmonter la crise ou regagner la confiance de son équipe ? Non. Le manager doit pourtant être optimiste, faire évoluer sa grille de compétences et engager la bataille pour renouer les liens avec son équipe et remettre l'homme au centre de sa réflexion en cette période de crise. Les inquiétudes sont légitimes et les résultats devront maintenant être qualifiés de durables.